Les chiffres semblaient absurdes. 1 milliard de dollars de manioc annoncés sous sanction, avec des silos pleins et des ports fermés. Pourtant, au Burkina Faso, l'embargo de 2024 n'a pas étouffé la terre. Il a déclenché une bascule méthodique, des équipes sur le terrain et des coopératives en gestation. Comment Ibrahim Traoré a-t-il converti une mesure punitive en stratégie de souveraineté, transformant une racine rustique en atout industriel et en levier de dignité? Ce qui paraissait une riposte agricole devient un test politique pour la région, et pour ceux qui imaginaient qu'aucune Afrique sanctionnée ne pouvait qu'attendre. Le pari lancé par Ibrahim Traoré n'était pas un simple geste de défi, mais une équation économique. Prouver qu'un pays enclavé pouvait transformer la privation en moteur d'innovation. Sous embargo, le Burkina Faso ne cherchait pas la pitié, mais la preuve que la valeur pouvait jaillir du sol, sans dépendance aux capitaux extérieurs. L'enjeu dépassait la récolte. Il s'agissait de savoir si la souveraineté pouvait devenir une stratégie viable, et non un slogan de crise. Dans un monde obsédé par les chaînes d'approvisionnement globales, chaque champ de manioc devenait une expérience grandeur nature sur la résilience africaine. Et pour les jeunes ingénieurs et agronomes de Ouagadougou, une promesse naissait, que la dignité nationale pouvait aussi se mesurer en tonnes exportées. Ce projet, encore fragile, contenait une question sous-jacente. Et si l'autonomie n'était pas un rêve, mais une méthode, Tout a commencé par un détail presque passé inaperçu. En moins de 72 heures, un décret présidentiel a ordonné la conversion de 12 provinces vers une culture unique, le manioc. Ce chiffre, 3 jours pour réécrire un modèle agricole, était en lui-même un aveu d'urgence et de conviction. Ibrahim Traoré avait compris que la bataille ne se gagnait pas dans les chancelleries, mais dans les champs. Tandis que les diplomates discutaient d'allègement de dettes, il convoquait ingénieurs, anciens soldats et agronomes. Leur mission, identifier une culture que personne ne pourrait sanctionner. La réponse vint du Sud, simple et implacable, le manioc. Cette racine, longtemps considérée comme secondaire, résistait aux sécheresses, ne dépendait ni d'engrais importés ni de certificats étrangers. En langage politique, elle signifiait « Nous nourrissons notre peuple, pas vos quotas ». Sous le vent sec du Sahel, des centaines de coopératives naquirent presque du jour au lendemain. Les radios locales diffusaient un même mot d'ordre « Planter ce qu'on ne peut interdire ». En quelques semaines, les marchés locaux se remplirent de farine et d'amidon produits sur place. Les chiffres suivirent sans de la promesse. 80 000 nouveaux emplois, dont 40% dirigés par des femmes, et une première projection d'1 milliard de dollars d'exportation à horizon 2026. Mais plus que les données, c'est la psychologie collective qui changea. La dépendance avait cessé d'être un réflexe. Ainsi, le plan manioc devint moins un projet agricole qu'un manifeste silencieux. Il marquait le passage d'une économie de demande à une économie de création. Pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso n'attendait plus de navires venus d'ailleurs. Il préparait les siens. Dans le village de Kougou, à 200 km de Ouagadougou, un jeune agriculteur nommé Idrissa illustrait mieux que quiconque la transition voulue par Ibrahim Traoré. Avant l'embargo, il cultivait du maïs pour des acheteurs européens. Après l'annonce des restrictions, il vendit son tracteur, acheta des boutures de manioc venues du Nigeria et replanta 20 hectares de sol sec. 3 mois plus tard, il vendait sa première récolte sur le marché local. Autour de lui, des coopératives s'étaient formées presque spontanément. D'anciens militaires encadraient les nouveaux planteurs, des femmes dirigeaient les unités de séchage solaire, et les jeunes ingénieurs sortis des universités prenaient la route pour installer les systèmes d'irrigation motorisés. Ce tissu d'expérience locale devint la première ossature d'une économie de substitution. La capitale observait le phénomène avec prudence, puis avec admiration. Les boulangeries de Bobo-Dioulasso testaient la farine de manioc. Les stations de radio diffusaient des chroniques agricoles
qui remplaçait peu à peu les bulletins d'aide internationale. Ce qui paraissait un ajustement technique prenait des airs de renaissance civique. À mesure que les sacs marqués « Made in Faso » remplissaient les entrepôts, une conviction s'imposait. L'indépendance ne se décrète pas, elle se cultive. Et ce changement ne se mesurait pas seulement en tonnes, mais en confiance retrouvée. La question, désormais, n'était plus de savoir si le Burkina pouvait survivre sans l'Occident, mais jusqu'où il pouvait aller par lui-même. Tout s'accéléra à la fin de 2024. Quand les cargaisons de céréales furent bloquées aux ports européens, le gouvernement de Ibrahim Traoré ordonna le déploiement des brigades mixtes. Soldats, agronomes, ingénieurs. En moins de 3 jours, les 12 provinces sous embargo reçurent des boutures de manioc et des manuels de culture durable traduits en moré et en fulfulde. Les camions militaires, jadis affectés aux frontières, transportaient désormais des semences. Les radios rurales répétaient le même message. Planter la racine que nul ne peut interdire. Ce slogan devint une prière collective. À mesure que les champs jaunis renaissaient, la méfiance se mua en discipline. Les coopératives locales fusionnèrent pour mutualiser machines, pièces à béchis et énergie solaire. Des ingénieurs venus du Mali et du Vietnam montèrent des séchoirs, des broyeurs et des convertisseurs d'éthanol. Le plan manioc était lancé. En 6 mois, les chiffres prirent forme. Plus de 80 000 emplois créés, dont 40% occupés par des femmes. 120 mégawatts d'énergie renouvelable dédiés à la transformation agroalimentaire. 3 millions de tonnes de manioc transformés prévus d'ici 2026, pour une valeur estimée à 1 milliard de dollars. Le Burkina Faso, qu'on disait dépendant, exportait à nouveau. Dans les campagnes, la mutation psychologique était palpable. Les anciens comparaient la décision de Traoré au grand décret d'émancipation des années 1860, sauf qu'ici les armes ont des racines. Les jeunes voyaient dans le manioc un emploi, oui, mais aussi un symbole. La terre ne demandait plus l'aumône. Les boulangeries testaient un pain mêlant manioc et blé. Le goût d'indépendance avait enfin une texture. Mais le plan ne fit pas l'unanimité. Des experts occidentaux parlèrent de populisme agricole, de distorsion de marché. Les agences d'aide évoquèrent un risque de sécurité alimentaire. Sur le terrain, les paysans répondaient par les faits. Des sillons verts, là où les embargos avaient laissé la poussière. « Nous ne mendierons pas pour manger sur notre sol », avait dit Traoré, et la phrase s'enracinait dans chaque hectare cultivé. À Bobo-Dioulasso, la première unité de production d'amidon tournait jour et nuit. Dans les écoles agricoles, les étudiants apprenaient pas à calculer non plus les dettes, mais les marges locales. L'embargo s'était transformé en levier, l'exclusion en apprentissage. Chaque sac d'amidon exporté portait désormais 2 messages, profit et fierté. Et tandis que les camions franchissaient les frontières vers le Bénin, le Sahel tout entier observait, conscient qu'un pays enclavé venait de tracer une route nouvelle. L'histoire venait de changer de ton. Lorsque les premiers rapports furent publiés, les chiffres confirmèrent ce que les champs racontaient déjà. En 1 an, la production nationale de manioc avait augmenté de 240%, passant de 1,2 à 4,1 millions de tonnes. Ce delta, le plus spectaculaire jamais enregistré dans le Sahel, servit de référence à la stratégie d'autonomie défendue par Ibrahim Traoré. Baseline vers delta, la progression parlait d'elle-même. Le pays jadis importateur devenait producteur net. Le second indicateur portait sur l'énergie. 120 mégawatts consacrés aux infrastructures agroalimentaires. Derrière ce chiffre, une transformation silencieuse. Des générateurs militaires reconvertis en turbines solaires. Des stations d'irrigation motorisées dans des provinces, autrefois tributaires des pluies. Chaque kilowatt gagné sur la dépendance énergétique consolidait la souveraineté agricole. Enfin, la troisième donnée, plus politique. 1 milliard USD de valeur d'exportation projetée pour 2026. Les analystes de la Banque ouest-africaine de développement y voyaient moins un exploit qu'un précédent. Un pays sous sanction démontrait qu'une croissance de 2 chiffres pouvait naître hors du circuit financier dominant.
Le manioc devenait indicateur macroéconomique et symbole diplomatique. Ces trois mesures, production, énergie, exportation, constituaient que le socle du récit. Mais derrière les statistiques se cachait une dynamique humaine. À Ouagadougou, les écoles techniques ajoutaient un module bioéconomie locale. À Kaya, des femmes dirigeaient 40% des coopératives. À Dédougou, les anciens soldats géraient la logistique civile. Le développement n'était plus importé, il s'organisait. Pour Ibrahim Traoré, chaque graphique racontait une leçon de méthode. L'autonomie n'est pas un état, c'est un processus mesurable. Les variations, les écarts, les lignes de tendance devinrent son vocabulaire politique. À chaque point de données correspondait un acte de souveraineté. Remplacer un crédit étranger par une coopérative, un engrais importé par du compost local, une dépendance par une compétence. Ainsi, le manioc cessait d'être une culture pour devenir un langage. Un langage de chiffres et de sueur, traduisant une conviction simple. La dignité peut être comptée, à condition qu'on sache quoi mesurer. Les critiques ne manquèrent pas. Dans les cercles économiques de Paris et de Bruxelles, on parlait de illusion verte. Illusion. Des experts affirmaient que le plan de Ibrahim Traoré ne pourrait tenir sans soutien extérieur, que la productivité du manioc resterait trop faible pour compenser la perte du blé et du maïs. Ils pointaient le risque d'autarcie, le manque d'engrais certifiés, la fragilité des routes commerciales. Pour eux, l'expérience du Burkina Faso serait au mieux un épisode de résistance symbolique. Mais sur le terrain, la réalité contredisait les projections. Les rendements, d'abord modestes, progressaient de saison en saison grâce à une gestion collective des sols. Les ingénieurs maliens et vietnamiens, associés à des techniciens burkinabés, avaient mis au point des systèmes hybrides, compost biologique, irrigation à faible pression, transformation semi-automatisée. Le modèle ne cherchait pas à rivaliser avec l'agriculture industrielle. Il visait à la contourner. L'argument selon lequel l'économie rurale s'effondrerait sans l'Europe perdit de sa force lorsque les exportations d'amidon commencèrent à tripler et lorsque des investisseurs du Brésil et de l'Inde signèrent des contrats de codéveloppement, le scepticisme se mua en gêne. L'autosuffisance, que l'on croyait archaïque, devenait une variable géopolitique. Les agences humanitaires, d'abord alarmées, révisèrent leur position. Les indicateurs de malnutrition reculaient de 12% dans les provinces reconverties et les revenus agricoles moyens augmentaient de 18% sur 12 mois. Ces données, impossibles à ignorer, redéfinissaient le débat. Ainsi, la controverse s'inversa. Le populisme agricole devenait une école d'efficacité. L'expérience burkinabé démontrait que la dépendance n'est pas une fatalité et que la souveraineté, bien qu'imparfaite, reste un apprentissage collectif. Au fond, le plan manioc n'était pas une revanche contre le monde, mais une preuve. Un pays sous sanction peut créer de la valeur en redéfinissant les règles du jeu. Un simple slogan ouvrit la seconde moitié du récit. Notre sol signe ses propres accords. La phrase de Ibrahim Traoré, prononcée à Bruxelles, fit plus de bruit qu'un discours de guerre. En une ligne, elle résumait la bascule du Sahel. L'Afrique ne négociait plus sa survie, elle la cultivait. Cette déclaration, reprise sur les réseaux et dans les radios locales, marqua un tournant symbolique, celui où la dignité devint un langage diplomatique. Les images se succédèrent. Des femmes supervisant des séchoirs solaires, des enfants empilant des sacs d'amidon au Made in Faso, des camions traversant le Bénin vers les ports de l'Atlantique. Ce n'était plus une économie de substitution, mais une esthétique de la souveraineté. Pour les observateurs étrangers, le choc fut double, économique et moral. Ce qu'ils prenaient pour un geste populiste se révélait une stratégie de repositionnement régional. Le Burkina Faso n'avait pas seulement répondu à l'embargo, il l'avait redéfini. Et pour la première fois, les mots d'un chef d'État africain circulaient non comme une protestation,
mais comme une équation. Les effets du plan se firent sentir dans 4 sphères principales: la nation, les entreprises, les citoyens et la région. Au niveau national, le Burkina Faso atteignit un taux d'autosuffisance alimentaire supérieur à 80%. Les importations de blé chutèrent de 60%, réduisant la pression sur les devises étrangères. Les recettes fiscales issues des exportations agricoles permirent de financer des routes rurales et des stations d'irrigation. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres traduisaient une philosophie. La souveraineté se cultive autant qu'elle se vote. Le budget de l'agriculture augmenta de 15% en un an, preuve que le manioc n'était plus une exception, mais un pilier économique. Du côté des entreprises, la mutation fut spectaculaire. En an 1, 18 unités de transformation furent créées entre Bobo, Dioulasso et Kaya. Les investissements venus d'Inde, du Brésil et du Mali contournèrent les circuits bancaires européens, redéfinissant la carte du commerce agro-industriel régional. Le manioc devenait une matière stratégique, au même titre que le pétrole, pour d'autres continents. Les entrepreneurs locaux découvraient que la rentabilité pouvait rimer avec indépendance. Chez les citoyens, l'impact était tangible. Le pain de manioc, surnommé pain de liberté, entra dans les boulangeries urbaines. Les coopératives rurales enregistrèrent une hausse d'adhésion de 40%. Pour la première fois, les campagnes connurent un mouvement inverse à l'exode. Des jeunes quittaient la ville pour revenir cultiver leurs terres. Cette migration à rebours changea le rapport psychologique entre l'État et le peuple. La production remplaçait l'assistance comme horizon. Sur le plan régional, la contagion fut immédiate. Le Ghana, le Nigeria et le Niger adoptèrent des variantes du modèle Traoré. L'Alliance AES lança un Food Corridor Accord pour mutualiser les stocks, harmoniser les prix et créer une bourse régionale de l'amidon. À la manière d'une OPEP agricole, l'Afrique de l'Ouest testait un levier inédit d'unité économique. Ce mouvement dépassait les chiffres. Il modifiait le récit. Un continent longtemps décrit comme dépendant découvrait qu'il pouvait influencer les marchés mondiaux sans armée ni dette. Ainsi, l'embargo devint un miroir. Il ne reflétait plus la faiblesse, mais la capacité de s'adapter. Et dans cette adaptation, le nom d'Ibrahim Traoré revenait comme une signature de constance, celle d'un dirigeant qui avait préféré la terre à la table des négociations. À la fin de 2025, 3 trajectoires s'esquissent pour le plan manioc imaginé par Ibrahim Traoré. Chacune reflète une combinaison différente de politique, de climat et de coopération régionale. Envisageons d'abord le scénario de base. La croissance reste stable autour de 6%. Les rendements agricoles atteignent leur plateau naturel. Les exportations consolident leur place dans les marchés d'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso maintient son équilibre entre autosuffisance et ouverture prudente. Dans ce cadre, l'État investit dans la formation agricole, cherchant à professionnaliser la souveraineté comme un savoir-faire transmissible. Imaginons ensuite le scénario optimiste. Le modèle burkinabé s'étend à 6 pays du Sahel. Une alliance agro-énergétique formalise les échanges d'amidon, de bioéthanol et d'engrais organiques. Le PIB agricole régional bondit de 9%. L'image du Burkina change profondément. D'ex-pays enclavé, il devient le hub d'une intégration sud-sud. Si cette trajectoire se confirme, le pays pourrait réduire de moitié sa dépendance énergétique d'ici 2030. Enfin, considérons le scénario pessimiste. Le manioc subit les contre-coups du climat. Une sécheresse prolongée affecte les cultures et des tensions réapparaissent autour de la distribution de l'eau. Les prix montent, les marges chutent. Des élites urbaines appellent à rouvrir les négociations avec l'Europe. Ce scénario rappellerait que la souveraineté reste fragile tant qu'elle dépend d'un seul produit. Mais entre ces possibles, un point demeure constant, le changement de mentalité. Même dans l'hypothèse la plus défavorable, la population ne reviendrait pas aux réflexes d'attente.
Le succès du manioc aura enseigné que la dignité, une fois acquise, ne s'exporte pas. La clé des 12 prochains mois ne tiendra pas dans le climat, mais dans la capacité à institutionnaliser la résilience. Si la souveraineté devient une méthode plutôt qu'un miracle, le Burkina aura réussi sa révolution tranquille. Ce que l'histoire du manioc révèle dépasse les chiffres et les cartes économiques. Elle parle de 3 groupes de personnes, qui, chacun à leur manière, redéfinissent la dignité. Le premier, ce sont les jeunes ruraux, longtemps partis vers les villes ou l'étranger. Pour eux, le retour à la terre n'est plus une punition, mais une promesse. Ils voient dans l'exemple d'Ibrahim Traoré la preuve qu'un champ peut être une entreprise et qu'une récolte peut devenir un manifeste. Les coopératives deviennent des écoles où l'on apprend autant la logistique que la fierté. Le second, ce sont les femmes. Dans la plupart des provinces, elles se dirigent aux 40% des unités de transformation et gèrent la redistribution locale. Les revenus générés financent des cantines scolaires, des dispensaires et des projets d'irrigation. Là où la dépendance dictait autrefois les priorités, la production leur rend le pouvoir de décision. Le troisième, ce sont les citadins. Ils redécouvrent les produits nationaux et mesurent à quel point la souveraineté alimentaire peut se goûter. Le pain de manioc, d'abord perçu comme rustique, devient un symbole d'unité. Même les sceptiques commencent à y voir une forme de patriotisme tranquille. Pour tous, le projet ne parle plus seulement d'économie, mais d'identité. Et à travers ce changement, un message se propage. La souveraineté n'est pas une idéologie, c'est une habitude. La phase suivante du plan, telle que l'avait envisagé Ibrahim Traoré, reposait sur une idée simple: structurer la réussite pour qu'elle ne dépende plus d'un seul homme. La souveraineté devait devenir un mécanisme reproductible, mesurable et transmissible. À cette étape, institutionnaliser les coopératives en agences régionales de production, chacune dotée d'un mandat légal pour gérer les stocks et la logistique. Cela garantissait que les surplus soient réinvestis localement au lieu d'être absorbés par l'exportation brute. À cette étape, introduire un système de crédit rural souverain, financé par la Banque agricole nationale, afin de remplacer les prêts dépendants de bailleurs étrangers. Ce modèle réduisait la vulnérabilité financière des exploitants tout en renforçant la transparence comptable. À cette étape, formait une nouvelle génération d'ingénieurs agricoles et d'économistes ruraux. Dans les universités, des cursus économie du sol virent le jour, fusionnant agronomie, commerce et politique publique. À cette étape, renforcer les partenariats Sud-Sud. L'Inde et le Brésil proposèrent un transfert de technologie sur les bioénergies. Le Mali et le Ghana cofinancèrent des entrepôts transfrontaliers. À cette étape, lancer un indicateur public, l'indice de souveraineté productive, mesurant chaque année la part du PIB agricole autofinancé. Chacune de ces étapes traduisait la même conviction. La souveraineté n'est durable que lorsqu'elle se mesure et s'enseigne. Et pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'était plus seulement de nourrir son peuple, mais d'apprendre à une génération comment s'autogérer. Le soir tombait sur Bobo Dioulasso, quand Ibrahim Traoré visita la première raffinerie d'amidon. Autour de lui, des ouvriers poussiéreux, fatigués mais fiers, levaient leurs sacs marqués « Made in Faso ». L'air sentait la terre humide et la victoire lente. Il posa la main sur une machine encore tiède et dit doucement: « Vous n'êtes pas seulement des travailleurs, vous êtes les gardiens de notre dignité. » Bois furent repris dans tout le pays. Dans les écoles, les enfants les récitèrent comme un serment. Dans les mosquées et les églises, les prédicateurs les citèrent comme une prière. La souveraineté, comprirent-ils, n'avait rien d'abstrait. Elle avait un visage, celui des hommes et des femmes qui cultivaient leur liberté chaque matin. Et quand les camions quittèrent les entrepôts pour les routes de l'Est, beaucoup levèrent les yeux vers la lune du Sahel. Là, ils virent non pas la fin d'une crise,
mais le début d'une ère nouvelle, celle où l'indépendance se respire. Parce qu'au fond, c'est ainsi que naissent les révolutions, non par colère, mais par constance. Cette histoire n'est pas qu'un récit national, elle interroge chacun de nous. Que signifie être libre quand la dépendance paraît plus confortable? Le Burkina Faso a choisi de miser sur la terre plutôt que sur l'attente, et dans ce choix, Ibrahim Traoré a rappelé une vérité ancienne. La dignité ne s'importe pas, elle se cultive. Aujourd'hui, tandis que le monde observe cette expérience, une question demeure ouverte. La souveraineté peut-elle durer sans orgueil, juste avec la patience du travail? Peut-être est-ce là la plus belle leçon du manioc, une victoire sans bruit, mais durable. Si cette histoire vous inspire, partagez-la, parlez-en, enseignez-la. Chaque conversation rallume une étincelle d'autonomie. Et si vous croyez que la dignité d'une nation commence dans ses champs, écrivez simplement votre ville, parce que chaque mot, comme chaque graine, compte.